bonsoir à toutes et tous. Nous commençons donc ce webinaire sur la maternelle. Alors, donc voilà, pour ceux qui sont sur le Zoom, le lien Zoom, vous avez en bas de votre écran un onglet discussion, converser et donc un onglet Q&R, donc questions-réponses pour Q&R. C'est là que vous pouvez poser vos questions à nos intervenants tout à l'heure, lorsqu'ils auront fait leur intervention, pour pouvoir leur répondre. Et derrière nos écrans, il y a toute une équipe qui va sélectionner vos questions pour pouvoir les poser ensuite. Alors, la soirée ne fait que commencer. On a prévu qu'elle se termine vers 22 h. Je vois que la question est posée par une des participants. Pardon. Donc voilà, on a une petite soirée devant nous sur la maternelle. Alors, pourquoi cette... Alors d'abord, vous êtes nombreux. Pourquoi vous êtes nombreux ce soir à nous rejoindre? Sans doute parce que la maternelle est importante. Elle est importante dans notre système éducatif et que nous attachons beaucoup d'importance à la maternelle, au SNUIPP. Alors, depuis le mois de décembre, la maternelle est attaquée dans ses fondements. À la demande du ministre, le Conseil supérieur des programmes, le CSP, a publié une note proposant une réécriture du programme de la maternelle et qui marque une véritable rupture concernant les missions de la maternelle. La place du langage, notamment, le rôle du jeu dans les apprentissages, l'évaluation positive, le principe du tous et toutes capables, les déterminants d'une école première accueillante, bienveillante et exigeante sont remis en cause au profit d'une primarisation et de la préparation aux évaluations standardisées de CP. Alors, cette primarisation s'inscrit dans la politique du resserrement sur les fondamentaux, le lire, écrire, compter, ignorant les autres domaines d'apprentissage, notamment les arts et les activités physiques. Une remise en cause des missions de la maternelle, fondée en outre sur un encadrement renforcé des pratiques enseignantes, adossé sur le déploiement inédit de tests de petites sections et de grandes sections. C'est inédit, mais on le verra tout à l'heure, c'est quelque chose qui sous-tendait déjà depuis un certain temps. Tout cela se met en œuvre sans la consultation de la communauté éducative et des professionnels que vous êtes en tant qu'enseignant en maternelle. Mais bon, cette note du CSP est toutefois pas très surprenante pour le SNUIPP et pour les professionnels que vous êtes. La maternelle est la cible depuis plusieurs années déjà de certaines politiques. La circulaire de 2018 avait entamé déjà cette attaque de la maternelle. Et puis, si on revient un petit peu en arrière, il y a quelques années, on se souvient de Xavier Darcos avec ses propos sur la sieste et les couches culottes. Je vous rappelle qu'il s'étonnait c'était peut-être pas nécessaire d'avoir 5 ans d'études pour surveiller la sieste en maternelle et changer les couches culottes. Ça avait fait beaucoup réagir dans la communauté éducative. On a ensuite eu Sarkozy avec les jardins d'enfants, les assises de la maternelle en 2018 qui ont déjà été une première attaque, et puis avec notamment le recul de la scolarisation à 2 ans. Alors, si on revient sur cet apprentissage méthodique du vocabulaire, en 2011 déjà, Luc Chatel souhaitait la mise en place d'une évaluation des élèves à la maternelle qui amènerait à classer les élèves déjà. Pour certains qui enseignaient déjà à l'époque, il y avait une grande bagarre, on avait mené une grande bataille par rapport à ça. Ils souhaitaient mettre en place une évaluation qui classait les élèves à risque ou à haut risque. Et déjà à cette époque, le directeur de la DGESCO n'était autre que Jean-Michel Blanquer, donc il n'y a pas d'étonnement par rapport à tout ça. À l'époque, la communauté éducative s'était beaucoup mobilisée et le SNUIPP s'était mobilisé avec l'ensemble des personnels pour empêcher tout ça. Et au vu de la contestation et de la forte mobilisation du terrain, Luc Chatel avait dû reconnaître que cette évaluation était maladroite. Et ils étaient revenus en arrière. Alors, actuellement, avec cette attaque sur les programmes de la maternelle par le CSP, le SNUIPP est résolument opposé à cette note du CSP et il mettra tout en œuvre avec ses partenaires syndicaux et associatifs et avec les enseignantes et les enseignants de terrain pour défendre la stabilité des missions de la maternelle
autour des programmes de 2015 et vous l'avez vécu, ces programmes de 2015 étaient appréciés, enfin sont toujours appréciés des collègues et ils s'étaient appropriés, enfin les enseignants de terrain, les enseignants de maternelle, les enseignantes se sont appropriés ces programmes, ce qui est souvent assez rare de s'approprier d'une telle façon des programmes. Alors, c'est donc tout naturellement que nous avons relancé avec d'autres partenaires syndicaux et associatifs, la GEM, l'ICEM, la FCPE, les CMEA et d'autres encore, ce que l'on avait déjà créé en 2018 et que nous avons appelé le forum maternel. Ce forum maternel s'est déjà réuni 2 fois depuis décembre et puis nous avons décidé de publier dans les jours qui viennent une tribune pour alerter sur le danger de cette note. Par ailleurs, nous mettrons en place des actions, nous organiserons un colloque au printemps sur la maternelle, comme nous avons déjà pu le faire il y a quelques années, notamment en 2014 à Rennes. Cette semaine, vous devriez recevoir le numéro de Fenêtre sur cours, le numéro spécial de Fenêtre sur cours sur la maternelle. Pour ceux qui sont syndiqués, vous les recevrez dans votre boîte aux lettres. Pour les autres, vous pourrez les retrouver dans la salle des maîtres. Normalement, il est distribué dans toutes les écoles. Il est déjà aussi en ligne sur notre site. Et puis, bien sûr, dans quelques jours, dans une semaine, vous le savez, nous appelons dans le cadre de notre mobilisation pour un plan d'urgence pour l'école à la grève le 26 janvier. Ce sera aussi un moyen de contester ces programmes et cette note du CSP. Alors, au SNUIPP, nous avons l'habitude de faire appel à la recherche et c'est tout naturellement que ce soir, nous accueillons 2 chercheurs, une chercheuse et un chercheur sur la maternelle. Nous avons demandé à 2 spécialistes, Véronique Boiron et Joël Briand, de nous rejoindre pour voir en quoi la note du CSP attaque les fondements de la maternelle. Alors, je vais vous les présenter rapidement, puis après, je vais leur passer la parole. Alors, Véronique Boiron est enseignante-chercheur à l'INSP d'Aquitaine, à l'Université de Bordeaux. Elle est didacticienne du langage oral, de la littérature de jeunesse. C'est une habituée de nos universités d'automne. On l'a souvent entendue dans nos colloques, dans nos universités d'automne, et puis on lui donne souvent la parole aussi dans Fenêtre sur cours. Joël Briand est maître de conférences et formateur honoraire en mathématiques. Il mène des recherches sur l'enseignement des mathématiques à l'école primaire, particulièrement sur la construction du nombre. Il a participé à la formation des cadres de l'éducation nationale à l'ESN, à Poitiers, et il est régulièrement appelé pour la formation de formateurs au premier degré en mathématiques. Je vais leur laisser la parole dans une table ronde qui va nous permettre d'échanger et nous éclairer sur cette note du CSP et sur la question de la maternelle en particulier. Alors, d'abord, tous les deux, Joël et Véronique, vous avez réagi, comme beaucoup de chercheurs, à ce texte du CSP. On a eu beaucoup de réactions de chercheurs depuis le mois de décembre. Ces réactions unanimes des chercheurs ont fait réagir dernièrement le Conseil supérieur des programmes qui, dans un communiqué de presse, a parlé d'allégations mensongères et de fausses informations. Alors, face à cette réaction du CSP, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Alors, avec Véronique, on a convenu que je commencerai, mais c'est complètement arbitraire. Il y a une chose sur laquelle on va être d'accord, c'est que, enfin, sur la forme, c'est un texte patchwork, visiblement écrit à plusieurs mains. Il y a des redondances, c'est-à-dire que si un étudiant m'avait présenté ça en mémoire de master, j'aurais demandé à revoir la copie. Il y a des actes d'allégeance à une école des neurosciences d'une naïveté un petit peu affligeante. Et puis, alors on va en venir à la réaction du CSP disant qu'il y a des allégations mensongères. Alors à propos de mensonges, Véronique et moi, on s'est mis d'accord pour trouver des allégations mensongères venant de la part du CSP. Alors je vais prendre un exemple en mathématiques. Le CSP dit que les programmes 2015, alors je prends un exemple, hein, il y en a plusieurs, j'en prends qu'un pour ne pas monopoliser trop le temps, que les programmes 2015 disent qu'il faut travailler la numération. Alors je rappelle, la numération, ce n'est pas l'écriture des nombres, hein, c'est la grammaire de l'écriture des nombres. Hein. Ce qui est complètement faux. Les programmes 2015 disent au contraire, la numération fera l'objet d'un travail en CP, uniquement en CP.
Et alors donc le CSP dit qu'il ne faut pas travailler la numération, et ensuite, plus tard dans le texte, on a tout un paragraphe sur le fait que les enfants doivent lire les nombres de 0 à 100, mais en comptant de 10 en 10, dizaine par dizaine. Alors franchement, si j'étais un enseignant qui débute, et si j'avais à lire ce texte, j'avoue que j'aurais du mal à retrouver mes petits, parce qu'il n'y a pas de numération, il y a de la numération. Alors donc là, on a affaire à vraiment un mensonge. Un mensonge. Les programmes 2015 disent, ils ont raison, que la numération, c'est plutôt un travail du cours préparatoire, parce que c'est compliqué. On entre dans un travail sur le signe, il y a des signes de deuxième niveau. Bon, certains enfants de grande section peuvent y parvenir, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, voilà un exemple en mathématiques, mais je pense que Véronique a des bons exemples aussi pour dire que les allégations ne sont pas mensongères. Hélas, oui, j'ai des exemples, Joël. Ce qui est très frappant dans la note du CSP, c'est que systématiquement, ils remplacent le mot langage par langue, et ils soutiennent qu'on apprend une langue. Et donc, c'est totalement méconnaître l'acquisition du langage chez l'enfant, avoir une représentation complètement erronée et du langage et de l'enfant, pour ne prendre que l'exemple du langage. Donc, en fait, ils s'acharnent dans cette note du CSP, ils demandent aux enseignants de travailler sur les plus petites unités de la langue. Donc, il y a une volonté manifeste que tous les enfants connaissent les noms des lettres, les sons qu'ils produisent, mais pas que, hein, ils veulent aussi qu'il y ait des liens très forts entre les différents types d'écriture, script, cursive. Et puis, il y a une focalisation sur tout ce qui relève du vocabulaire et de la syntaxe, c'est-à-dire, en gros, les enfants apprennent des mots, apprennent des structures syntaxiques et ils vont parler. Bon, donc on est tous d'accord, je pense, ici pour se dire que si c'était ça, ça se saurait depuis longtemps, si c'était aussi simple. En plus, il reproche au programme de 2015 cette focalisation sur le langage en disant que sans la langue, voilà, ne pas parler de la langue, c'est une erreur, c'est un oubli très grave. Donc, je veux juste rappeler qu'un enfant apprend à parler parce qu'il a des choses à dire à quelqu'un dans une situation donnée. Il apprend à parler en tenant compte des différents interlocuteurs qu'il a en face de lui, de l'histoire qu'il a, de l'histoire conversationnelle qu'il a avec un tel interlocuteur, de ses relations avec la personne qu'il a en face de lui, de ce qu'il veut dire, et il tient compte de tous ces éléments, et surtout il a quelque chose qui a du sens à dire à cette personne ou à ces personnes. Et donc l'enfant, le langage de l'enfant, il s'incarne dans une langue donnée ou dans des langues données, mais aucun enfant n'apprend à parler en utilisant du vocabulaire, des listes de mots, des structures complexes. Ce qui est remarquable, c'est qu'on apprend à parler en maternelle en parlant, et qu'à chaque fois qu'un enfant parle, eh bien, l'école maternelle le sollicite pour nommer, décrire, raconter, relater, justifier, et que ce sont toutes ces conduites, la diversité de ces conduites langagières qui amènent l'enfant à mieux parler et à développer son langage. Donc voilà, en termes de... Enfin, c'est un exemple, hein, on est d'accord, Joël, il y en aurait beaucoup d'autres. Alors, pour continuer, on peut débattre sur ce texte du CSP, mais nous, Véronique et moi, on voulait bien mettre en garde. Il ne faudrait pas que les gens qui nous écoutent considèrent que c'est la énième querelle d'experts. Parce qu'en fait, c'est sans doute ce que le ministère attend. C'est-à-dire qu'on va se battre sur des détails, enfin, ce qui pour nous ne sont pas des détails, hein, ce que j'ai évoqué sur la numération, sur ce que Véronique évoque sur le langage, ne sont pas des détails, mais on va se battre là-dessus, et pour quelqu'un qui n'est pas formé, on va dire, tiens, c'est encore une querelle d'experts. Qu'est-ce qui va en rester? Ben, c'est que finalement, il faut des choses cadrées, et que ça ne serait pas plus mal que finalement, on sache où en sont les élèves, et comment dire, on aura mis le pied dans la porte et on aura justifié les évaluations d'une certaine façon. Donc, on va débattre là pendant 1h30, mais il ne faut pas perdre de vue ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une querelle d'experts, il s'agit d'un texte écrit par des gens qui sont gouvernés par des chercheurs officiels. C'est la première fois que je vois dans ma carrière un texte officiel dans lequel il y a des gens qui sont nommés. C'est-à-dire dans quelque chose qui serait un programme, on nomme des gens. Je veux dire, ça rappelle Napoléon III, hein, le officiel, quoi.
Donc, et il y a tout un pan de chercheurs qui sont ignorés. Il n'y a pas que les didactiques des disciplines, il y a certains aspects de la psychologie qui sont complètement ignorés. Moi, je reviendrai sur la confusion quantité-nombre, les travaux de Vergniaud qui sont reconnus dans le monde entier, qui datent d'une trentaine d'années. Je veux dire, quand on voit ça, ça fait pitié. Plus tard, je citerai un peu Villani à propos des recherches en mathématiques, mais on va garder ça pour la fin, ça sera la cerise sur le gâteau, quoi. Donc, moi, je voulais dire ça. Et puis, une dernière chose, c'est qu'il y a des paragraphes, les neurosciences auraient tout inventé. Et on tue un père ou un grand-père, on tue Piaget en une ligne. Alors, bon, Piaget, il y a longtemps qu'on a, en se servant de ses travaux, je parle en mathématiques, en se servant de ses travaux, plein d'écoles ont montré que ça, si on s'en tenait aux résultats de Piaget, on n'aurait pas travaillé sur le nombre avant l'âge de 6-7 ans. Et bien sûr, on est revenu là-dessus, mais on n'a pas jeté le bébé et l'eau du bain. On a analysé les travaux de Piaget, on a regardé ce qui allait et qui n'allait pas. Et là, on voit des braves écoliers des neurosciences en une ligne dire les neurosciences ont tout inventé, Piaget a dit des bêtises. Enfin, je caricature à peine. C'est pas une attitude scientifique, ça. On ne construit pas des choses, on peut contester des choses, on peut les déconstruire, on peut argumenter, mais il ne suffit pas d'un coup de plume de dire. Alors, on nomme Piaget dans des programmes, c'est vraiment, c'est contraire à tout écrit scientifique. On n'a jamais vu ça dans la recherche. Donc ça, on est plus que sur la forme. C'est-à-dire, on habitue les gens à lire des textes comme on écoute des spots à BFM, quoi. On est dans la sensation, on est dans le ressenti et non pas dans la réflexion. Il faut arrêter avec ça. C'est peut-être plus pénible d'écouter des gens qui vont sur le fond des choses, mais il faut quand même imaginer que la formation, c'est autre chose que des spots et des coups de jugulaire. Je suis fâché. On voit bien effectivement, Joël, que voilà, cette note, elle a suscité beaucoup de réactions, des chercheurs, parce que, comme vous le dites tous les deux, les chercheurs sur la maternelle existent depuis un certain temps, enfin, discutent de la maternelle depuis un certain temps, puisqu'il faut dire aussi, c'est que ces programmes qui datent de 2015 avaient fait consensus au sein de la recherche. Absolument, absolument. Et puis, il y avait des débats. Moi, je vois des débats avec le regretté Rémi Brichot. On n'était pas toujours d'accord, mais il y avait un fond. On pouvait, dans un débat, en dehors des effets de manche, il y avait un fond de connaissances communes et on savait très bien qu'on opérait. La salle de classe, c'est pas un endroit où on fait des enquêtes, hein, comme c'est à la mode. C'est un endroit où on construit des situations, où on enseigne. Il va falloir arrêter avec cette idée que ces gens-là connaîtraient la salle de classe parce qu'ils ont mené des enquêtes. Il faut mouiller la chemise, il faut être une dizaine d'années dans une classe de maternelle pour commencer à comprendre ce qui se passe et qu'on fait autre chose que les couches-culottes, ce que tu as gentiment évoqué au début. Moi, je me suis intéressé à l'école maternelle, après m'être intéressé au collège et à l'école primaire, parce que je trouve que c'est très difficile de faire des mathématiques convenables à l'école maternelle. C'est bien plus difficile parce que les réactions des enfants, elles ne sont pas immédiates, ce sont des ressentis à long terme, et c'est pas simple d'enseigner proprement les mathématiques. Et justement, moins les gens sont formés, plus ils vont se rabattre à des choses, la comptine, regarder les premiers nombres, enfin, les trucs qui datent du 19e siècle. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. On sait bien mieux faire que ça en France à l'heure actuelle. Et là, on est en train de brader des travaux, c'est dommage. Voilà. Oui. Et puis, pour poursuivre sur ce que tu dis, Joël, c'est assez étonnant cette note du CSP parce qu'elle montre une méconnaissance complète, totale de ce qu'est l'école maternelle. C'est une caricature, c'est-à-dire qu'il y a des envolées lyriques sur les enjeux des comptines, et je pense que là, tous les enseignants maternels, vraiment, je crois qu'il vaut mieux éclater de rire parce que, voilà, on leur explique le bien fondé de dire des comptines avec des enfants de maternelle.
alors que tous les enseignants de maternelle disent des comptines avec leurs élèves, leur apprennent des comptines, des dizaines et des dizaines de comptines. Donc, ils enfoncent des portes ouvertes. Alors, ils oscillent entre les deux, hein, c'est-à-dire Oui, qu'on c'est voit ça. bien qu'on renvoie à une école maternelle idyllique, idéale, fantasmée, voilà, celle, comme quand on était petit, on était assis bien sagement et on disait des comptines. Et puis, en même temps, ils mettent l'école maternelle dans un étau, hein, c'est-à-dire qu'entre l'évaluation proposée en début de petite section et celle proposée en début de CP, eh bien, et les enfants et les enseignants se trouvent pris en étau entre ces deux évaluations. Donc, ce qu'ils proposent, évidemment, ce sont des micro-tâches, des micro-apprentissages, parce que ça devient de fait des items qui sont évaluables. Et évidemment, ils ne peuvent pas proposer de réfléchir, penser, comprendre, parce que là, ça devient beaucoup plus compliqué pour les évaluations, enfin, les évaluations telles qu'ils les considèrent et ils les proposent. Et donc, on voit bien qu'on est dans une espèce de patchwork, comme tu disais, Joël, de propositions qui sont, enfin, la plupart du temps, totalement incohérentes. Oui, et puis on voit bien qu'effectivement, tout est guidé par cette fameuse évaluation à l'entrée au CP et puis en CE1, évaluation qui guide le ministre. Enfin, on sait son attachement à ces évaluations qui sont d'ailleurs très contestées. Qui d'ailleurs, la deuxième phase là, commence cette semaine. On sait qu'en plus, dans cette situation complexe, qui est la situation sanitaire, on aurait dû arrêter tout type d'évaluation et on voit bien que là, le ministre s'entête et finalement passe outre parce que c'est vraiment cette évaluation qui guide son fonctionnement. Alors, cette note, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Ce texte de CSP, elle met en avant le français et les mathématiques de façon très forte. Est-ce que c'est un mal de les mettre en avant de la sorte? Alors, je vous pose la question en connaissant un petit peu votre réponse, mais voilà, comment on peut, voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, la mise en place du français et des maths, des fondamentaux, comme le rappelle si bien le ministre? C'est assez. Alors nous, bon, évidemment, je pense que là aussi, ça nous fait bondir. Considérer que français, maths, alors pour le dire comme ça, hein, sont des fondamentaux en maternelle. Donc déjà, c'est une manière très maladroite de parler de ces domaines d'apprentissage. C'est évidemment très regrettable parce que tout le monde considère qu'il est aussi essentiel d'entrer dans des activités artistiques, de mobiliser la culture, qu'elle soit artistique, qu'elle soit physique, voilà, et que réduire ça à quelques éléments en plus qui relèveraient du français et des maths, c'est même pas l'ensemble du domaine français-maths, c'est profondément méconnaître ce qu'est la maternelle, ce que sont les fondements de l'école maternelle. C'est-à-dire que l'école maternelle, elle accueille tous les enfants, chaque enfant, là où il en est de son développement moteur, social, affectif, culturel ou langagier. Et l'école maternelle respecte chacun de ses enfants. Elle le respecte comme un être singulier et elle va lui proposer de grandir en apprenant. Et c'est ça qui est extraordinaire en maternelle. Et donc, pour qu'il puisse grandir en apprenant, et bien effectivement, il faut qu'il puisse découvrir la musique, mener des expériences, mutualiser des explorations, jouer. Voilà, donc aucun domaine ne peut être exclu si on veut que l'école maternelle, sauf à penser qu'on modifie profondément les fondements de l'école maternelle. Donc, ce qui est regrettable aussi, c'est qu'on ne parle pas du tout d'éducation, parce que si on parlait d'éducation de l'enfant, puisque c'est aussi un fondement de l'école maternelle, eh bien, on verrait que c'est important de l'amener à développer des activités intellectuelles de haut niveau, c'est-à-dire qu'on parle à des êtres doués d'intelligence et on va les aider à poursuivre ce chemin pour explorer, agir sur le monde et s'intéresser aux autres. Et donc, c'est tout ça qui est en jeu et c'est cette acculturation que propose l'école maternelle qui permet à chacun de sortir, d'aller au-delà des propositions que sa famille, son milieu, sa vie quotidienne lui propose. Et c'est notamment par l'entrée dans l'écrit, très progressive dans l'écrit,
que les enfants vont arriver à dépasser des difficultés liées à leur milieu ou des impossibilités liées à leur milieu ou à leur environnement. Et puis cette entrée dans l'écrit, très progressive dans l'écrit, elle les amène à s'intéresser à tous les autres domaines. Elle les amène à apprendre des manières d'agir, parler, réfléchir qui sont propres à l'école. Et c'est ça qui est l'autre mission de l'école maternelle, c'est bien sûr d'aider, d'accompagner chaque enfant pour qu'il puisse réussir le mieux possible sa scolarité. Et donc, réduire au français et aux maths, c'est vraiment à la fois vraiment balayer d'un revers de main tout ce qui fait l'école maternelle, et puis c'est réduire les enfants, enfin c'est une caricature d'enfants, et c'est une conception complètement passéiste, ringarde de ce que c'est apprendre en maternelle, ce que c'est enseigner en maternelle, et ce que c'est qu'être un enfant maternel et devenir progressivement pendant 3 ans ou 4 ans un élève. Et c'est tout ce chemin que tous les domaines d'apprentissage de l'école maternelle permettent à l'enfant de réaliser. Donc, il n'est pas du tout question d'écarter les autres domaines ou même de s'amuser, comme le fait la note du CSP, à déplacer les domaines en fonction de l'importance qu'elle donne. Donc, ce qui relevait de l'activité du domaine physique, de réfléchir, de penser aussi à travers l'activité physique, change de place parce que les membres du CSP considèrent que c'est moins important que les 2 autres domaines français-maths. Ils doivent remonter en tête de liste. Oui. C'est ça le propos du CSP. Alors, bien sûr, je suis complètement en accord avec ce que vient de dire Véronique, mais même si on ne s'intéressait que, même si on ne remettait pas en cause, qu'on ne s'intéressait qu'à ces 2 disciplines, il y a une conception étriquée des mathématiques. Je suis obligé de lire. Vous voyez bien que le texte du CSP il dit « Les mathématiques ne doivent pas être réduites à des outils dont la seule finalité serait de structurer la pensée. » Alors on veut faire quoi? Des comptables comme au 19e siècle, des gosses qui rapidement sauraient faire des additions. On voit déjà des glissements au niveau du CP-CE1. Ça crée de l'hétérogénéité, contrairement à ce que veut dire le ministre. Hein, ces attitudes qui consistent à encourager les enseignants à enseigner des techniques de façon prématurée, c'est au détriment du développement de l'enfant. Un enfant, dès qu'il naît, il sait anticiper, sinon il ne vivrait pas. Un être vivant, ça sait anticiper. Mais anticiper, c'est le début de tout comportement qu'on va espérer obtenir à terme en mathématiques, mais pas uniquement en mathématiques. Ce mot anticiper, il existe dans les programmes 2015 de l'école primaire. Bien sûr, on ne le voit plus dans les textes du CSP. Quoi, hein. Je voudrais dire aussi que les mathématiques, alors ça pourrait être une faiblesse des programmes de 2015, mais on ne va pas tirer sur une ambulance. C'est le rapport entre les mathématiques et l'écrit. À chaque fois que je fais des exposés, je fais un plaisir de rappeler que la naissance des mathématiques, elles sont contemporaines de la naissance de l'écriture. C'est-à-dire, on ne fait pas des mathématiques en manipulant des jetons, on fait des mathématiques en s'émancipant de la manipulation au profit de la création de signes. C'est-à-dire que les quantités 3 et 4, je recompte les jetons, ça fait 7. Il y a un moment, j'ai plus besoin de ça, j'ai 3 plus 4 et je sais que ça va faire 7. Ce passage d'un travail sur les quantités à un travail sur les nombres, c'est un travail très lent, c'est une forme d'entrée dans l'écrit, c'est un travail très très lent qui est vraiment typique, enfin caractéristique de ce qui peut se faire à l'école élémentaire. Alors moi je suis, affligé de voir la confusion entre quantité et nombre, hein, c'est-à-dire que les gens qui ont écrit ce texte confondent le fait qu'un enfant, puisqu'il a 3 jetons et 4 jetons, il va tout recompter, il a 7, et ils pensent que les enfants sont dans une maîtrise du nombre. Il faut relire les travaux de Gérard Vergniaud, hein, qui dit que le nombre, il n'est acquis que quand les enfants ont acquis la structure de l'addition, pas l'addition au sens procédé de calcul classique, mais l'addition au sens je fais confiance au signe 3, je fais confiance au signe 4, donc je suis sûr qu'il y en a 7. Je fais confiance aux signes et pas aux objets. Ben, ce travail-là,
S'il est bien fait en maternelle, d'abord, ça suppose une formation, parce que c'est compliqué, et puis ça ne suppose pas de se rabattre, qu'il y ait une confusion aussi énorme entre quantité et nombre. Moi, c'est affligeant, parce que ça n'existait pas dans les programmes de 2015, il n'y avait pas cette confusion. De mon point de vue, il n'y avait pas suffisamment d'encouragement des enseignants à examiner l'entrée dans l'écrit en mathématiques. En mathématiques, c'est un langage écrit. Tout le reste n'est que bavardage, si on peut dire. Donc ça, c'était une critique qu'on aurait pu faire. Enfin, une critique bienveillante, et puis on ne va pas s'amuser à remettre un programme en cause à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On peut faire des additifs, on peut faire des ajustements. Mais ça aussi, cette politique qui consiste à modifier des programmes par coup de jugulaire, c'est tout le contraire du travail de l'ingénieur. Le travail de l'ingénieur, ça consiste à regarder un petit peu ce qui s'est passé, et puis on va modifier, et puis on va se justifier sur ce qu'on modifie. Et là, on ne fait pas table rase. Enfin, bon. Et puis, ça crée de la fébrilité dans le milieu enseignant, parce que les gens disent « Ah, bah tiens, les experts, ils se battent entre eux. » Ben non, les experts, ils ne se battent pas entre eux. Il y a une communauté qui fait un bon boulot, et puis il y a des gens qui arrivent et qui doivent dire au journal de 20 heures « Vos enfants doivent savoir lire, écrire et compter. » Et c'est reparti pour un tour. Et les formateurs vont être forcés de ramer à contre-courant pour expliquer que c'est plus compliqué que ça, que la construction du nombre, puisque c'est ce que je connais que ça, que la construction du nombre, ça nécessite un travail sur le spatial, ça nécessite un travail sur le temps, ça nécessite un travail sur... Alors, je vais terminer par rapport au premier point, on parlait des évaluations. Alors, voilà un bel exemple de transposition naïve. Les neurosciences, mais d'autres l'avaient dit bien avant, le nombre, c'est aussi lié à une maîtrise de l'espace. En fait, c'est la quantité qui est liée à une maîtrise de l'espace. Et les rédacteurs du CSP en font une lecture en disant « Ah ben oui, il faut lier le nombre et l'espace. » Ah, bonne nouvelle, ça. On doit pouvoir avoir ça dans les années 70, c'était déjà dit. Mais ça se traduit au niveau des évaluations de CP par placer un nombre sur une droite graduée. Alors, à chaque fois qu'on fait voir ça en conférence, vous avez un « oh là » dans la salle, parce que les gens savent très bien que c'est une catastrophe. C'est l'exemple type d'une transposition incongrue. On veut évaluer la maîtrise spatiale ou la non-maîtrise spatiale du nombre à partir d'un objet qui n'est pas un objet premier. La droite numérique, il faut 2 ans pour encaisser ça. Il y a des travaux de Julot qui montrent qu'il y a même des adolescents qui n'ont toujours pas compris ça. Vous voyez, non seulement le diagnostic de départ il est discutable, mais l'évaluation qui en est faite utilise un objet, la droite numérique, qui n'est pas un objet premier, qui est un objet qui doit faire l'objet d'un apprentissage. On mélange tout, une fois de plus. Donc voilà, c'est cette vision étriquée des mathématiques qui ramène les mathématiques à l'apprentissage du calcul. On ne va pas recommencer avec ça. 2015 nous avait permis de s'en sortir. 2008 avait été une jolie régression. 2002, ça tournait à peu près. Donc, on a des effets de marée, c'est pire que le Vendée Globe. Oui, alors ce que tu dis, Joël, évidemment, pour le domaine dit français, on voit le même phénomène, c'est-à-dire que c'est réduire l'apprentissage de la lecture, c'est réduire cet apprentissage à connaître le nom des lettres et connaître les sons qu'elles produisent, parce que c'est écrit comme ça dans la note. C'est-à-dire qu'on écarte cet apprentissage de toute la dimension culturelle, de la lecture, de l'écriture, du fait que ça ait un sens. Et puis d'ailleurs, cette absence de référence à la culture, elle est très frappante dans cette note du CSP. C'est-à-dire que la culture n'existe pas, on ne parle pas littérature. Voilà. Donc, les enfants, ils apprennent des petites choses, ils réalisent des petites tâches, parce qu'ils sont petits, c'est bien connu. Donc, et puis, comme ça, ils pourront répondre aux items et des évaluations. Et donc là, pour la lecture, on revient à des choses qu'on n'osait plus faire depuis plus de 40 ans. Et là, tous les travaux en didactique de la lecture et de l'écriture, la lecture comme une activité langagière, la littérature comme une activité langagière, tout ça s'est balayé d'un revers de main, puisque les chercheurs cités, eux, s'intéressent
à ce que l'apprentissage des lettres et des sons produit dans le cerveau est ce qu'ils appellent, eux, apprendre à lire. Donc, et puis, bon, l'aberration aussi qu'on apprend d'abord à lire avant d'apprendre à écrire. Donc, tout ça, on pensait que c'était ça depuis 20 ans, on n'en parlait plus. Hein, c'était réglé. On sait bien que dans notre langue, on apprend d'abord à écrire. Et là, ben, cette note, voilà, c'est un retour en arrière, mais voilà, comme on disait au début de la conférence, c'est un bricolage d'éléments épars qui relève davantage de l'idéologie plutôt que de recherches réellement menées. Oui, tu vois, Véronique, par rapport à l'écriture, il y a quelque chose à chaque fois, ça me fait sursauter. Dans le CSP, ils disent l'enfant va apprendre l'écriture des nombres. Alors, il ne doit pas apprendre les nombres, puis après, il doit apprendre l'écriture des nombres. De toute façon, l'apprendre l'écriture des nombres, ça va être la graphie académique. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'un enfant qui, pour mémoriser une quantité, dessine 7 bâtonnets? Je ne sais pas, moi. Il n'y a personne qui peut savoir à sa place de l'enfant. Est-ce que ça représente la collection, auquel cas on est proche d'une quantité, ou est-ce que ça représente déjà un signe, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui, en l'écrit, va représenter un nombre. Ben, vous voyez, il y a ça n'est pas analysé. Non. Ça n'est absolument pas analysé. C'est-à-dire, l'enfant va passer des quantités au nombre, et on le voit en train d'écrire des lignes de 4, des lignes de 5, des lignes de 6, en n'ayant rien réglé sur la construction du nombre. Oui. C'est triste, je veux dire. Voilà, toute la dimension symbolique de l'écriture liée à l'entrée dans l'écrit. Bon, il n'y a aucune référence à ça, c'est-à-dire que ça relève d'une magie, comme tu dis. On écrit des nombres, après tout, il suffit de leur demander de le faire. Ben oui. Bon, c'est comme les parents, ils vont faire les papas et les mamans. Moi, je dis toujours, mon fils, il sait compter jusqu'à 19. Ah, merci madame, entrez dans la classe. Enfin, bon, c'est tout sauf du professionnalisme. Bon, avant de faire une transition, j'ai une deuxième citation qui me tient à cœur. C'est Cédric Villani. Vous connaissez Cédric Villani? En 2014, à Canal+, Cédric Villani arrive et est ravi des programmes en gestation de 2015. Et il dit, comment dire, il se félicite des recherches en mathématiques, il y a des médailles Fields. C'est vrai que la recherche mathématique française est à ses côtés mondialement. Elle n'est pas la seule, mais elle est à ses côtés. Et il ajoute, il y a un autre paradoxe français dont on parle moins, c'est qu'on a des résultats spectaculaires au niveau mondial en recherche pédagogique en mathématiques, mais cette recherche mathématique, jusqu'à présent, ne communiquait pas avec l'écosystème de l'éducation nationale. Alors le communiqué, on va pouvoir le repasser au présent, hein, c'est dommage, mais c'était en 2015, Cédric Villani était ravi de voir que pour une fois, on avait écouté les gens qui réfléchissaient sur l'enseignement des maths. J'espère que Cédric Villani va pouvoir répéter cette phrase-là rapidement et que le texte du CSP aura disparu corps et bien. C'est vrai que tout ce qu'on peut dire sur les mathématiques, en lisant la note du CSP, c'est assez hallucinant. Hein. On parlait de la construction du nombre qui est complètement... voilà, on fait plus référence à la file numérique qu'à la construction du nombre. Et c'est vrai que cet exercice-là dans les évaluations CP, elle avait fait bondir au moment de l'enseignant. Oui, parce que c'était même compliqué, même pour les enseignants, de savoir où il fallait placer les nombres. Il a été maintenu cet exercice, mais c'est vrai qu'on voit bien l'incohérence entre ce qu'on peut faire dans les programmes maternels et les évaluations de CP. Hein. On avait une réelle incohérence. Oui. Pardon, Guylaine. On peut toujours faire quelque chose de bien avec une mauvaise évaluation, parce que cette évaluation du CP, si elle permet de faire constater à des enseignants que de placer un nombre sur une droite numérique, ce n'est pas évident, et que ça doit être un objet d'enseignement, alors que ça n'est pas le cas en CP-CE1, très bien. Mais ce n'est pas pris comme ça, tu le sais bien, ça n'est pas pris comme ça du tout. C'est pour ça que les gens réagissent en disant, enfin, quoi alors, moi, je dis, avec une mauvaise évaluation, ça va nous permettre, à nous, de se dire, tiens, ça, ce n'est pas un objet premier, ça doit faire l'objet d'un apprentissage, c'est compliqué, placer des nombres sur une droite numérique. Vous avez toujours des gosses en 6e, des ados en 6e qui confondent abscisse et mesure algébrique, c'est exactement du même nature.
Et ce sont des obstacles qui sont générés par une absence. Il y a ce qu'on appelle des points aveugles dans l'enseignement, c'en est un point aveugle. Donc, il faut le travailler, mais il ne faut pas le présenter comme ça, comme un... Alors, il y a les fils de bonne famille qui vont avoir eu des cours particuliers. Enfin, on en est où, là? Enfin, ce n'est pas de la génération spontanée, la droite numérique. La représentation spatiale du nom, ça existe. Elle ne se traduit pas par une transposition naïve sur la droite numérique, ce que font les évaluations. Alors, moi, je ne remets pas en cause les évaluations à tout prix, mais il faut quand même qu'elles soient à peu près bien construites. Voilà, et puis ce qu'on peut craindre dans ces évaluations qui seraient mises en place en petites sections et en grandes sections, c'est qu'en faisant passer des évaluations tout petits comme ça, en arrivant à l'école maternelle, on ferait reposer la responsabilité sur les familles de ce que l'enfant est en capacité de faire en arrivant à l'école maternelle. Donc c'est une attaque qui est très grave là, sur la question de l'évaluation. Alors moi j'avais envie, Véronique, sur la question de la langue et du langage, parce qu'en fait, on le disait tout à l'heure, hein, la confusion entre langue et langage dans ce texte du CSP est assez inquiétante, et on parle même de syntaxe et de conscience de la syntaxe chez l'enfant maternel. Donc voilà, j'avais un peu envie de savoir comment justement l'enfant construit son langage en maternelle, et quelle est la différence justement entre l'observation de la langue et la question du langage. Oui. Alors d'abord, c'est à nouveau méconnaître à la fois ce qu'est un enfant et puis la place essentielle, fondamentale du langage à l'école, et ce que montrait très bien le programme de 2015, hein, qui mettait vraiment le langage en avant. D'abord, il ne parle pas du tout de la compréhension. C'est-à-dire que c'est comme si un enfant, parce qu'il ne parlait pas, ne comprenait pas non plus. Alors qu'il y a des tas d'enfants qui parlent très peu. Certains parlent beaucoup et on les comprend mal ou pas du tout. Certains ne parlent pas du tout, mais les enfants comprennent ce qu'on leur dit. Ça, on le sait que vers l'âge de 3 ans, ils comprennent ce qu'on leur dit, c'est-à-dire ils comprennent des phrases complexes que leur proposent les adultes. Donc le langage, ce n'est pas qu'une question de production, c'est d'abord une question de compréhension. Ensuite, je pense que personne n'a appris aucune langue en apprenant des listes de mots et des structures syntaxiques. C'est la situation qui est proposée par l'enseignant aux enfants de maternelle qui va faire qu'à un moment, ils vont utiliser le mais, le parce que, qu'ils vont utiliser des structures plus complexes. Et il y a certains jeux de société qui nécessitent d'utiliser des structures complexes. Et c'est donc en amenant l'enfant d'une manière qui n'est pas formelle, hein, en le faisant jouer, en lui parlant, en lui proposant des activités diversifiées, qu'il va développer son vocabulaire et puis ses manières de parler. Cette confusion langue-langage, on l'a trouvée exactement de la même manière en 2008. En 2008, c'était retour vers la langue. Et là, on retrouve les mêmes éléments dans la note du CSP, c'est-à-dire qu'on demande aux enfants de mémoriser, répéter, dire par cœur. Ben oui, mais on peut dire par cœur quelque chose qu'on ne comprend pas. On peut mémoriser quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc moi, je donne souvent l'exemple, jusqu'à quel âge on est capable de répéter tirer la bobinette et la chevillette Sherra sans comprendre du tout ce qu'on dit. Mais on est capable de répéter cette formulette. De la même manière, on apprend aux enfants des comptines qui n'ont pas forcément de signification. Donc, voilà, on n'apprend pas aux enfants à observer la langue, on apprend en maternelle aux enfants à l'utiliser, à en faire quelque chose. Et c'est notamment ce que ce sont des activités du type dictée à l'adulte qui permettent aux enseignants, dans cette situation dictée à l'adulte, d'amener les enfants à réfléchir sur la manière de dire les choses, sur le fait qu'on ne doit pas oublier telle information, et du coup, les phrases vont être de plus en plus complexes, vont s'enchaîner les unes aux autres, on va faire appel à des connecteurs. Mais c'est parce que c'est la situation qui le demande, il n'y a rien d'artificiel. Et donc, c'est ça qui aide les enfants à mieux parler, à développer leur langage. Alors, Magie, je t'ai répondu. Si, tout à fait, c'est très intéressant parce que
effectivement, c'est ça qui est très inquiétant, hein. Je conseille justement à tous les spectateurs qui sont là ce soir, à tous les participants, de la lire, la note, hein. Je crois que quelqu'un l'a partagé dans le chat. C'est important de lire cette note pour se rendre compte à quel point on est en décalage avec les programmes de 2015. Alors c'est vrai, très certainement proche de ceux de 2008, et on l'a dit tout à l'heure, Joël, tu l'as dit tout à l'heure, cette succession de mise à jour des programmes qui est toujours très inquiétante. Parce qu'en fait, on le sait, à chaque gouvernement, chaque nouveau programme, hein, même si Jean-Michel Blanquer avait dit qu'il ne ferait pas de nouvelles lois, on voit bien que depuis la maternelle jusqu'à l'université, oui, je pense que c'est sa dernière, c'était un des derniers maillons, on va dire, de son changement, enfin de son projet, hein, qu'il a mis en place. Et c'est vrai qu'on voit bien que là, c'est un retour en arrière vers quelque chose qui est complètement, voilà, qui nous paraît complètement aberrant, dans le sens où on le verra tout à l'heure dans les questions des spectateurs, mais on le sait, à l'école maternelle, les programmes de 2015 avaient été, je le disais tout à l'heure, étaient attendus et étaient appréciés, et les collègues s'en étaient appropriés. Alors, je ne sais pas si on peut dire quelque chose un petit peu de... On a parlé d'évaluation tout à l'heure, évaluation CPC20. Est-ce qu'on peut parler de l'évaluation maternelle et l'évaluation, on va dire, positive, la façon dont elle est mise en œuvre actuellement, et qui est en opposition totale avec l'évaluation qui est mise en place en CPCE1? Est-ce que vous pouvez nous dire des choses là-dessus? Moi, je ne suis pas très branché là-dessus, moi. Véronique, peut-être? Tu parles de l'évaluation en grande section? Non, l'évaluation actuellement dans les écoles maternelles, c'est-à-dire qu'on sait qu'on évalue nos élèves, on les évalue aussi en maternelle, mais pas par des évaluations sommatives comme le font les évaluations CPCE1. Quelle est la façon de pouvoir, on a parlé dans les programmes 2015 des cahiers de réussite, pour pouvoir justement avoir une évaluation positive. Mais ça, c'était réellement, vraiment, je pense le mot, c'était une révolution pour l'école maternelle, c'est-à-dire qu'on considérait que les enfants étaient juste en train de commencer à apprendre les apprentissages scolaires, et que donc, à chaque fois qu'ils réussissaient quelque chose, on en rendait compte. C'est-à-dire, on a inversé, au lieu de regarder... par rapport à une proposition qu'on leur faisait, si c'était acquis, non acquis ou en cours d'acquisition, là, on note chaque progrès, chaque réussite, chaque pas en avant. Donc, c'était une manière de considérer l'enfant comme étant quelqu'un qui est juste en train de commencer à apprendre dans le cadre scolaire. Et je pense que les enseignants, et pour les parents aussi, ça renvoyait quelque chose de positif, c'est-à-dire, il y a des enfants, c'est davantage dans le domaine physique, d'autres en art, qui réalisent des exploits, qui réussissent des choses, et ça donne une autre image beaucoup plus globale de l'enfant, beaucoup moins étriquée et limitée à ce qui serait des fondamentaux. En revanche, l'évaluation qui est préparée pour le début de petite section, on ne va pas du tout vers ça. On va vers une évaluation du vocabulaire, des phrases comprises et produites par les enfants. Enfin voilà, on rebascule dans quelque chose de très formel, qui ne regarde pas chaque enfant comme un être singulier. Voilà, ce sera la même évaluation pour tous les enfants de début de petite section, ce qui était le contraire du carnet de suivi. Je veux dire, quand les équipes avec qui je travaillais et je travaille, on fait des évaluations. Alors, il y a deux choses. Je vais revenir sur l'idée du jeu, parce que le jeu, il est utilisé et il est galvaudé. Le jeu naïf. Nous, en français, c'est pareil. Nous, le jeu, c'est la théorie des jeux, c'est-à-dire le jeu, c'est une structure qui c'est proche d'une situation d'apprentissage. Hein. Donc, quand on a très peu de temps, on dit on va jouer à ça. En fait, derrière, il y a une situation construite, expérimentée, tout ça. Et donc là, le mot jeu, moi je conseille à ceux qui vont lire la note du CSP de ne pas penser jeu de société, atelier jeu. Hein. Le jeu, ça peut être quelque chose de très sérieux et permettre des apprentissages. Nous, les situations qui sont proposées en mathématiques, elles ont leur structure est proche de la structure du jeu. Hein. Il y a des stratégies de ça. Pour en venir à l'évaluation,
nous, les gens avec qui on travaille, ben, on regarde comment, un peu ce que dit Véronique, on regarde comment les gens évoluent, mais on ne, comment dire, c'est pas du final. On sait très bien qu'un enfant peut se fatiguer sur un jeu. Et bien, on va arrêter et puis il va revenir à cet atelier. Donc, l'idée de cette évaluation qui, à un moment donné, ferait le point, ça c'est une vue de l'esprit. Il y a des enfants qui apprennent, qui encaissent très vite des règles du jeu, qui progressent très vite, et d'autres pour lesquels ça va mettre du temps. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont retardés, ça veut dire que ça ne fonctionne pas à la même vitesse. Et à la fin du fin, ben on va revenir, on va ajuster, on va venir, l'enfant va vouloir retravailler sur cet atelier. Malheureusement, on a rarement le temps, enfin, on le fait avec les collègues avec qui on travaille, mais quand on fait des exposés ou des confs, c'est des choses dont on a rarement le temps de dire ça. Peut-être qu'on a tort. Hein, c'est-à-dire que dans un travail qui tient la route, l'évaluation, elle est en permanence. Alors, une dernière chose à ce sujet, c'est qu'il ne faut pas confondre les observables et les enseignables. C'est-à-dire, enfin, le mot est peut-être pas très judicieux en français, mais quand on dit, par exemple en français, en maths, l'enfant, il doit savoir que 5, c'est 4 plus 1. Ah, bon, ben, si je reçois un papier comme ça, que j'ai 0 formation, ben, je vais enseigner 5 égale 4 plus 1. Alors que si je travaille sur une vraie situation, je vais à un moment donné observer que dans sa stratégie, l'enfant, il considère 5 comme étant 4 plus 1. C'est-à-dire c'est un observable, c'est un produit dérivé de l'apprentissage. Et ce n'est pas quelque chose que je vais enseigner. Or, si j'ai une 0 formation et des encouragements aussi, aussi ringards, je m'excuse du terme, que sur le texte du CSP, ben, la pente naturelle, ça consiste à enseigner ce qui devrait être un observable. Alors justement, c'est travailler sur des situations et mettre le doigt sur les observables, ça c'est de l'évaluation. C'est de l'évaluation en temps réel, à chaque instant. Ben, ça nécessite de la formation, du travail en équipe, c'est sûr. Ça ne tombe pas sous le pied d'un cheval, c'est compliqué. C'est plus compliqué que de faire une évaluation écrite. C'est pour ça que je ne réagissais pas, parce que nous, on travaille comme ça. On travaille comme ça. Et on fait des tableaux avec le parcours de réussite. Le parcours de réussite, j'aime pas trop le terme. Hein, avec le parcours de l'enfant dans son apprentissage sur un sujet donné. Et éventuellement, on le montre aux parents pour dire que finalement, tout le monde va y arriver, mais à des vitesses différentes. C'est la vie d'une classe. Il faut aller dans une classe pour faire autre chose que des enquêtes. Oui, et puis c'est vrai qu'on le dit, l'enfant est en construction tout au long voilà, de sa scolarité et encore plus à l'école maternelle quand il arrive. On le sait qu'ils n'arrivent pas tous avec voilà, le même bagage en langage dans tous les domaines et ils vont progresser. Et c'est aussi à l'école maternelle de les amener à se construire et puis à pouvoir… voilà, les apprentissages, c'est un fil ténu. Si on tire trop vite, ça casse et le gosse il décroche, il fait autre chose, il va jouer avec ses jetons, il n'en a rien à faire. Si on tire tranquillement et puis on voit que ça tire un peu, on attend, ça revient. Je veux dire, c'est peut-être une mauvaise métaphore, mais enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas à coup de sabre toutes les 6 semaines ou des évaluations en fin d'année, en début d'année, qu'elles soient formatives ou normatives. C'est pas ça, c'est chaque jour. Dans l'atelier, je vois qu'un tel commence à se décourager, qu'un tel il commence à y parvenir, il abandonne les objets, il commence à produire du signe. Tiens, mais pour ça, il faut que moi je détienne des observables qui sont autre chose que des banalités, quoi. Oui. Tout à fait, oui. Puis c'est vrai qu'on le sait dans nos classes, on observe nos élèves tout au long de l'année et puis on les voit progresser. Et puis voilà, c'est. Mais demander à un débutant d'avoir cette compétence-là, oui. On leur demande de faire des mémoires. Moi, je vois ça, hein, je suis touché de près par ça. On leur demande de faire des mémoires sur des choses hyper compliquées. Et ben, ils se rabattent. Ils vont lire le texte du CSP. Ils vont se rabattre. Je déborde un peu de la maternelle, mais ils vont se rabattre. Ben, pour eux, l'addition, ça va être l'addition en colonne. C'est-à-dire, un formateur, il ne peut pas parler de l'addition au sens des schèmes de Vergniaud, parce que le mot addition, il a déjà une signification qui est une signification techniciste, enfin, la technique. Alors que dans les schèmes de l'addition de Vergniaud, ça a une toute autre signification. Là, il faut déconstruire, il faut redonner une signification à ce terme-là pour que dans une formation,
les gens se disent « Ah oui, bon sang, mais oui, bon, j'avais des schémas, bon, il faut que… » C'est pour ça que c'est compliqué l'école maternelle. C'est pour ça que c'est compliqué en même temps. Et c'est pour ça aussi que la formation est importante et que malheureusement, elle est complètement dévoyée actuellement et qu'on n'a pas suffisamment de formation, à la fois sur la formation initiale, mais aussi sur la formation continue. Alors, peut-être la dernière question de cet entretien, une question importante, quelles sont les marges de manœuvre là, pour les enseignants face à cette note, si jamais elle aboutit à des nouveaux programmes rapidement? Comment les enseignants peuvent-ils réagir? Puisque la réaction du CSP, c'est de dire que les programmes de 2015 ne sont pas remis en cause. Oui. La loi, les programmes, c'est la loi, c'est 2015, le reste sont des notes, des états d'âme. Donc, on se fie au programme de 2015 et puis, à moins qu'il y ait des nouveaux programmes qui arrivent, ce qui m'étonnerait beaucoup. Mais non, moi, enfin, plus sérieusement, les marges de manœuvre, les enseignants ne sont pas uniquement des gens qui reçoivent, sont des acteurs. Et moi, je serai enseignant, j'exigerai que les futures conférences pédagogiques ou les réunions que je vais avoir ne soient pas des lectures des textes du CSP. On a autre chose à faire en formation. C'est très bien, là, on a passé 2 heures à discuter d'un texte dont tout le monde dit qu'il est à reprendre. Enfin, ça aurait peut-être été aussi bien de faire 2 heures de formation sur le français, 2 heures de formation sur les mathématiques. Je ne dis pas ça par rapport au style PP, hein, mais c'est pour dire, c'est bien qu'on fasse ça, mais dans les conférences pédagogiques, moi je serai enseignant, je dirais, écoutez, donnez-moi des exemples de situations pour construire les nombres, donnez-moi des exemples de situations en français, moi je suis dans ma classe, je les mettrai en œuvre et encouragez-moi, donnez-moi toutes les garanties pour que cette situation, ces familles de situations fonctionnent. La marge de manœuvre, elle est étroite si on accepte ces textes-là, elle est très large si on décide de dire, ben moi, mon métier, c'est d'enseigner, c'est pas uniquement c'est pas uniquement de transmettre des dictates officiels. Je suis pas contre les programmes, ce sont les programmes 2015, ils me permettent de faire mon boulot correctement. Par contre, je veux une formation parce qu'il y a des sujets qui sont délicats. Donc les marges de manœuvre, pour moi, c'est ça. Je ne sais pas ce qu'en pense Véronique. Ben moi, oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. J'ajouterais que ce qui est important, c'est que les enseignants sont des intellectuels. Hein. Enseigner, c'est un métier intellectuel. Et donc, les enseignants résistent en réfléchissant, en mutualisant, en essayant d'analyser ensemble. C'est le collectif qui sauve, en essayant d'analyser ensemble les difficultés, de trouver ensemble des solutions. Et donc, c'est ne pas accepter qu'on retire aux enseignants le droit de réfléchir, de penser, d'aménager, d'adapter son enseignement. Voilà. Et voilà, donc ici, là, si on est 1000 ce soir, ben voilà, nous sommes des intellectuels. Donc on ne peut pas nous empêcher de réfléchir et d'agir en fonction de la réflexion qu'on a menée. Et surtout collectivement, cette réflexion collective, elle est essentielle. Voilà. Ouais, ça fait partie effectivement, on le dit suffisamment au SMIPP, hein, nous sommes des professionnels, Oui. ce que le ministère a un peu l'habitude d'oublier, hein, quand il publie des guides qui sont très injonctifs. Hein, je parle du guide Orange en CP, mais on pourrait parler aussi du guide sur le vocabulaire en maternelle. Hein. Ce sont des injonctions qui partent, qui sont descendantes et qui ne permettent pas aux enseignants sur le terrain de réfléchir. Donc c'est vrai qu'on ne peut que dire aux spectateurs ce soir, c'est qu'effectivement sur le terrain, il faudra réagir hein, si cette note… Alors il y a une question qui était posée dans les questions-réponses là, sur justement cette note, à quoi elle peut aboutir. Alors effectivement, en tant qu'organisation syndicale, nous avons au Conseil supérieur de l'éducation, le dernier Conseil supérieur de l'éducation, porté un vœu avec
toutes les organisations syndicales, enfin presque toutes les organisations syndicales du CSE, et puis d'autres membres du CSE, justement, on a formulé le vœu qu'on en reste au programme de 2015 et qu'on n'attaque pas ces programmes. On nous a répondu, la DGESCO nous a répondu qu'un groupe de travail travaillait actuellement. Donc le CSP s'était entouré d'un groupe de travail. On ne sait pas trop qui va faire, en tout cas pas les organisations syndicales, et je ne connais pas de chercheurs, personne ne nous a annoncé qu'il avait été sollicité pour travailler. Donc je pense que ce groupe de travail a été bien choisi pour retravailler cette note et peut-être produire des aménagements. Alors après, le circuit, c'est ce qui a pu être fait déjà sur les programmes d'élémentaire. Les textes pourraient être proposés par la DGESCO et puis passeraient dans les instances qui sont consultatives. Le CSE est une instance consultative dans laquelle nous siégeons. Et puis après, il pourrait y avoir effectivement un ajout de programme et qui serait mis en œuvre assez rapidement dans les écoles. Donc, c'est ça qui va être très inquiétant pour les professionnels que vous êtes sur le terrain pour les mettre en œuvre. Donc, voilà un petit peu pour répondre à une question là, des spectateurs, une question. Alors, je vais peut-être en reprendre justement, et parce qu'on a pas mal de questions ce soir. La première, Joël, c'était à propos, c'est Nathalie qui la pose. Joël Briand parle d'une école de neurosciences, de laquelle parle-t-il? Alors, c'est tout le débat sur les neuroscientifiques, mais c'est vrai que quand on est enseignant, on a un petit peu de mal à faire la part des choses en ce qui se dit sur les neurosciences. Écoutez, moi je ne suis pas un grand spécialiste, mais c'est Stanislas Dehaene qui est cité dans le texte du CSP. Moi j'avais assisté à rue de Grenelle, on était interviewé, il y avait Rémi Brissot, j'y étais, et il y avait Stanislas Dehaene qui était interviewé. Enfin, on était auditionné par une équipe de didacticiens de maths, c'était au moment des programmes, je crois que c'était avant 2015. Et à l'époque, Stanislas Dehaene expliquait des choses tout à fait sensées sur la perception du nombre chez l'enfant, tout ça. Et il a terminé son discours en disant « Mais vous savez ce que je dis là, moi, je ne sais pas faire la classe. Je ne sais pas faire la classe et je me garderai de donner des conseils. » Les temps changent. C'est ça que je déplore. Qu'on apprenne des choses des neurosciences, bien sûr, mais là, on peut être un laboratoire excellent dans un domaine, mais on n'a pas à se hasarder dans un domaine qui est connexe, qui n'est pas tout à fait le même. Que les didactiques des disciplines s'enrichissent de résultats des neurosciences, bien sûr, elles n'ont fait que ça, s'enrichir d'autres disciplines annexes. C'est pour ça qu'elles ont du mal à faire leur place. Mais qu'une discipline, et encore une école des neurosciences, sur mon blog, j'ai mis une référence d'autres personnes qui ne sont absolument pas d'accord à l'intérieur des neurosciences avec les propos tenus par Stanislas Dehaene. Donc, je ne suis pas un expert, mais on voit bien qu'à l'intérieur, ce n'est pas monolithique. C'est cette omniprésence d'une école des neurosciences pour dire ce qu'il y a à faire dans la petite enfance en mathématiques, alors c'est plutôt en français d'ailleurs, parce qu'en mathématiques, il se hasarde moins, c'est quelque chose d'affligeant. Enfin, il y a d'autres chercheurs, moi je m'en fiche, j'ai passé l'âge, mais il y a des tas de jeunes chercheurs qui s'occupent des mathématiques à l'école maternelle et qui mériteraient d'être écoutés. Et donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est la première fois que dans un texte, on cite les noms. Alors, je crois qu'il y a Bentolila en français, il y a Dehaene, je ne sais plus, en français, en maths, partout. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Moi, les gourous, ça me fait toujours peur. Ce n'est pas des chercheurs, ça. On peut être excellent dans son domaine et être naïf dans d'autres domaines. Alors, juste pour compléter sur les neurosciences et Stanislas Dehaene, on va juste prendre quelques minutes, mais c'est vrai qu'il y a une question justement
d'un spectateur ce soir qui dit, alors c'est vrai que moi je l'ai vu aussi sur Twitter, cette question de Stanislas Dehaene, au moment où en décembre il sortait cette note du CSP, il avait tweeté, alors je vous lis le tweet de Stanislas Dehaene parce que ça va peut-être vous faire bondir, il avait tweeté: pour les enseignants qui me suivent, auriez-vous des suggestions sur la meilleure manière d'introduire la frise numérique en maternelle? Comment affichez-vous la série ordonnée des nombres? Jusqu'à combien? Dans quelles activités utilisez-vous? Envoyez-moi des photos, merci. Ça veut dire que sur Twitter, il demandait aux enseignants qui le suivent sur Twitter de lui expliquer comment en fait on travaillait sur le terrain. Donc, alors, vous voyez, voilà. c'est un bel exemple de ce que Brousseau appelait, mon éminent directeur de thèse, de ce que Brousseau appelait le dysfonctionnement de la transposition didactique. C'est un bien gros mot, mais voilà quelqu'un qui travaille sur le nombre et l'espace, et il dit des choses très sensées, et il pense que comment dire, la transposition se fait de façon complètement transparente sur la droite numérique. Il oublie une chose, c'est que la droite numérique, ce n'est pas un objet premier, ça se construit, c'est une représentation, elle est très complexe, et je ne vais pas revenir sur les propos, mais oui, ça c'est un bel exemple de naïveté. Et de manque de connaissance du terrain, parce que c'est vrai que quand on voit, alors d'abord, d'utiliser les réseaux sociaux pour avoir ce type de connaissances, mais après, de ne pas avoir... de générosité. Oui, peut-être. Après, je n'ai pas regardé ces réponses, mais voilà. Enfin, bon. Alors, il y a d'autres questions, notamment une question sur le lien entre la famille et l'école. Quel climat va s'installer, une question d'Alexandra, quel climat va s'installer entre la famille et l'école si la première approche de la scolarisation se fait par une évaluation avant même que l'enfant devienne élève? Ben, je pense que là, les familles ne seront pas dupes. C'est sûr que dès le début de l'année de petite section, s'il y a une évaluation, en fait, on évalue ce qui s'est passé avant l'école, puisque c'est dès le début de l'école. Et d'ailleurs, ça ne se limitera pas à une évaluation avant l'école, c'est-à-dire les familles. Ça peut être aussi différents modes de garde selon les milieux socio-économiques. Enfin, on peut aller très loin. Hein. On peut lire, enfin, je veux dire, ce genre d'évaluation, ça peut amener des résultats très différents. Donc, ben, je ne sais pas comment vont réagir les familles. Personne ne le sait, mais c'est sûr que là, les associations de parents d'élèves ont un rôle important à jouer pour expliquer le mal fondé de tout ça et expliquer que les enseignants n'ont pas choisi, voilà, on leur impose ce genre de choses. On n'a pas besoin de ça pour stresser. Il y a évidemment de quoi stresser en ce moment. Et ça, c'est facteur de stress. Oui, tout à fait. Clairement, c'est facteur de stress, c'est évident. Et puis, c'est aussi, considéré, mais c'est aussi une vision hein, de l'éducation, hein, mais c'est la considération de ce ministère de l'égalité des chances. On arriverait tous, voilà, et alors que, bien évidemment, on a des publics très différents et des enfants qui vont devoir se construire encore plus par l'école et par tout ce que l'école va leur apporter. Donc, c'est vrai qu'il y a une question très politique derrière ça quand même. Oui, et puis qu'est-ce que c'est que cette idée de vouloir évaluer quand on reçoit 25 gamins dans sa classe, tout enseignant, il a fait cette évaluation. Il a une idée, d'ailleurs en formation, ça va être de lui dire, bon attention, méfie-toi tes opinions premières, il n'est pas inerte devant 25 gamins, il n'y a pas besoin de quelqu'un d'extérieur pour lui dire ce que lui imagine de ses enfants qu'il a devant lui. Alors qu'est-ce que c'est que cette façon encore d'extérioriser quelque chose qui est du domaine de la relation maître-élève en fait. Et en plus, ça a un effet pervers, c'est que les parents voient qu'il y a des évaluations, mais ils ne sont pas dupes, ils savent bien que l'évaluation, elle n'est pas l'évaluation de l'enseignant. Donc c'est déposséder l'enseignant de ses prérogatives, de son rapport bienveillant avec les gamins qui rentrent en petite section. Moi, je trouve ça malsain. Autant des évaluations plus tard, il en faut, bien sûr, on est dans une institution, il y a des comptes à rendre, tout ça. Au démarrage, il n'y a qu'à laisser faire les enseignants, on sent. Mais par contre, il faut les former pour ça, c'est toujours la même chose. Moins vous formez les gens, il n'y a qu'à prendre l'exemple, dans les collèges, on voit plein de contractuels maintenant
en mathématiques, c'est plein de contractuels. Eh bien, on va leur mettre des notes de service de plus en plus serrées parce qu'on a peur que quand quelqu'un ne sait pas faire du vélo, ben on lui tient le guidon. Hein. Mais le problème, c'est qu'il aurait fallu lui apprendre à faire du vélo. Il n'y aurait pas eu besoin de tenir le guidon. Ben, c'est pareil, moins les gens sont formés, plus le système il amène des notes précises parce que finalement, ne pas trop former les gens, ça coûte cher, mais en même temps, il veut des garde-fous parce qu'il ne faut pas que ça dérape de trop. Non, c'est pas du boulot, ça, c'est pas un travail à long terme. Une société, elle peut pas. L'éducation, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est triste. Hein. Enfin, pour revenir aux parents, c'est un facteur de stress. Ça. Et puis un manque de confiance avéré vis-à-vis de l'enseignant. Oui, puis c'est faire reposer aussi sur les parents l'échec des enfants. C'est-à-dire que comment recevoir des parents après une évaluation en petite section qui sera pas dans la norme et dire que l'enfant n'est pas dans une telle norme avant de rentrer à l'école maternelle. Ça fait penser à ces évaluations qui sous-tendaient sous Châtel. C'est vrai que effectivement, je pense que les parents vont devoir réagir, mais c'est aussi l'association entre les parents et les enseignants il va falloir qu'on se mobilise aussi sur le terrain pour expliquer vraiment aux parents ce que c'est que l'école maternelle finalement. Et puis on imagine à quel point déjà, enfin moi je l'ai vécu en tant que parent, la moindre réflexion d'une enseignante de maternelle par rapport à votre gosse, mais ça a des échos, moi je le disais aux étudiants, hein, je disais faites attention à ce que vous dites parce que la moindre remarque que vous faites des enfants par rapport à leurs parents, enfin une petite remarque anodine, tout ça, mais ça a des échos énormes chez les parents, ça réveille des choses. Alors vous imaginez une évaluation avec la bénédiction de l'institution, on n'imagine pas les effets que ça peut avoir chez les parents. Alors, je vais prendre une autre question, une question d'Éric qui dit n'y a-t-il pas une tendance de moins en moins cachée à rendre les enseignants à être des exécutants de démarches pédagogiques plutôt que d'être des professionnels de l'enseignement qui accompagnent l'enfant à devenir élève et à interroger les savoirs pour les faire siens? Oui, bien sûr. Il n'y a même pas de démarche pédagogique. Voilà, il y a une volonté de mettre en œuvre des méthodes aussi pour l'école maternelle, alors que l'école maternelle, jusque-là, elle était préservée. Donc, voilà, les enseignants, si on leur propose des guides, alors un guide pour le lire-écrire, un guide orange pour le vocabulaire, un guide pour ceci, pour cela, une note en plus, effectivement, on les considère comme étant exécutants. Et les évaluations en début de petite section et en CP qui prennent l'école maternelle en étau, c'est aussi une manière de dire, les enfants, vous les avez accueillis, ils étaient capables de ça et ça en début de petite section, et puis si vous avez bien travaillé, ils réussissent bien les évaluations de début CP. Si vous avez mal travaillé, c'est-à-dire si vous n'avez pas fait ce qu'on vous a demandé de faire, eh bien, ils ne réussiront pas. Et donc, oui, ça devient compliqué à travers toutes ces notes, à travers tous ces documents, toutes ces parutions. On enlève toute la liberté pédagogique que les enseignants avaient jusque-là et on leur demande de plus en plus de répondre à des items, à des demandes très précises. Voilà. Et on malmène absolument tout le monde. Et donc, c'est pour ça que on parlait tout à l'heure de réponse collective. Cette réponse collective, elle est nécessaire entre enseignants et aussi avec les parents d'élèves qui sont bien entendu également concernés. Alors, oui, effectivement, la réponse collective, elle va être importante parce que, on pourra pas, chacun ne pourra pas se défendre dans son coin. C'est vrai qu'on a toujours besoin, et c'est aussi le rôle du syndicat et du SNUPP de faire réagir collectivement. C'est aussi pour ça qu'on est là ce soir et qu'on reproduira très certainement un colloque au printemps pour pouvoir faire réagir et pouvoir réfléchir parce que, Joël, tu en as parlé tout à l'heure, la question de la formation. Alors, on a des questions effectivement sur la formation. La question de la formation, elle est primordiale et on l'a vu depuis plusieurs années. Elle est très appauvrie sur le terrain. On voit bien qu'on est très peu, on a beaucoup plus d'injonctions, et même quand on parle des animations pédagogiques, on a très peu d'interventions extérieures, et parfois on nous explique plus comment il va falloir mettre en œuvre, par exemple,
le guide sur le vocabulaire en maternelle. Enfin, on voit bien que c'est très compliqué. En CP, c'est pareil avec les autres guides qui existent. Donc, cette question de la formation, alors, en plus, avec ce qui sous-tend là sur la formation initiale, ça va être très, très inquiétant dans les prochaines années. Mais je viens de voir passer une question, là, c'est Sandra. Je viens de voir passer une question qui dit « Oui, c'est dommage, mais les jeunes collègues sont très friands de ce genre de notices. » Ça, c'est un phénomène à examiner. On est friand de notices comme ça parce qu'on n'a pas le recul. On nous a pas. C'est pas parce que les gens sont plus bêtes, c'est pas la question. C'est que ils sont entrés dans un métier. Il n'y a plus les temps de formation. On ne va pas critiquer les formateurs. Hein. C'est pas ça. C'est le système qui fait qu'il n'y a plus les temps qu'il faut. Ça. Et on a des jeunes collègues. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent des notices parce qu'ils veulent être dans le moule. Ils veulent répondre à l'injonction, ils n'ont pas les connaissances professionnelles suffisantes pour dire « bon, attendez, on se calme, on va regarder ça, avec qui je vais en parler, dans quel séminaire, est-ce que j'ai des heures pour parler de ça avec des collègues, tout ça ?» Et donc, c'est normal, hein, je trouve que la remarque, elle est pertinente. Hein. Les gens, ils lisent les notices. Hein. Moi, j'ai quelqu'un d'assez proche qui fait un mémoire de master en CE1. Je peux toujours lui expliquer des choses. Elle me dit oui, mais là, il faut faire la soustraction en colonne. Ah bon, bon. Et là, je peux toujours y aller avec ma conservation des écarts et tout ça. Je passe pour un vieux schnock parce que l'urgence, c'est de répondre à l'injonction, de répondre aux notices. Donc, on rame à contre-courant. C'est très, très difficile. Nous, on n'aurait jamais la prétention de faire des notices. D'abord, ce n'est pas notre métier. Et puis, c'est pas ça. Il faut que les gens soient capables de fabriquer des séquences de classe qui tiennent la route. Il faut qu'ils aient des prérequis qui ne se construisent pas du jour au lendemain. Donc, là-dessus, moi, je suis assez pessimiste. Hein. On est perdant parce qu'on n'est pas rentable. On n'est pas rentable. Un chercheur, il n'est pas rentable. Même s'il se dévoue à la formation, il n'est pas rentable. Ce qui est rentable, c'est une notice, c'est sûr. Remontez-moi le moral. Oui. Puis on n'amène pas les enseignants à réfléchir sur leur propre pratique, hein, parce que c'est aussi ça la formation. Voilà. Oui, alors bon, faut pas non plus noircir. Moi, je connais des tas de conseillers pédagogiques qui font des tas d'efforts pour ça. Moi, j'espère que leur hiérarchie ne va pas les obliger à décortiquer le texte du CSP au hasard. On connaît effectivement toute la difficulté des conseillers pédagogiques, et je pense qu'il y en a derrière leur écran ce soir, cette difficulté d'avoir l'injonction du ministère et de l'autre côté, effectivement, le terrain et leur conscience professionnelle d'amener les enseignants à former les enseignants et puis à les faire réfléchir. C'est quelque chose qui est très complexe à l'heure actuelle et on le sait, c'est difficile pour les formateurs de terrain et tous ces formateurs aussi qui accompagnent les entrants dans le métier. Alors, le souci aussi avec la maternelle, c'est qu'on le sait, la place de la maternelle dans la formation initiale, elle est très peu importante, hein, elle est réduite, et que c'est compliqué pour un certain nombre d'enseignants néo-titulaires, enfin les jeunes enseignants qui démarrent, qui n'ont pas forcément une grande formation et qui doivent parfois faire face à des classes très complexes avec un nombre important d'élèves, parce qu'on sait aussi que le nombre d'élèves par classe est important. Donc tout ça, c'est vrai que ça rend difficile aussi le métier. Oui, ça veut dire qu'il faut cette formation initiale consacrée à la maternelle, on le sait, elle est quasi inexistante. Là, il va y avoir une réorientation de la formation initiale avec une focale sur français-maths. Donc, on a l'impression que voilà, c'est obsessionnel chez le ministre français-maths à tous les étages.
Mais même si, même avec des dizaines d'heures de formation initiale consacrées à la maternelle, un enseignant qui débute, il a besoin de temps, il a besoin de construire une culture professionnelle avec ses pairs à l'école, avec les conseillers pédagogiques, les PEMF, toutes les personnes qui l'entourent. Et ce temps-là, il faut lui laisser ce temps-là pour qu'il se construise comme enseignant, qu'il prenne ses repères, qui rentre aussi dans une logique de formation continue qui n'est pas du tout la même que la logique de la formation initiale. Et bon, on voit bien que cette urgence à être efficace en tant qu'enseignant dès les premiers jours, on est à peine titulaire qu'il faudrait être efficace. Enfin, voilà, et bon, c'est détestable pour tout le monde. Et cette refondation de la formation initiale, Joël dit qu'il est pessimiste, moi je suis aussi très pessimiste parce que disparaissent de la formation initiale quasiment tout ce qui ne relève pas du français et des maths. Donc, et quand bien même il y aurait une focale sur le français et les maths, c'est de toute façon, c'est pas comme ça, c'est pas par là qu'il faut prendre les choses. Et puis la place du concours va poser problème aussi, voilà. Donc, en fait, toutes les propositions qu'on avait faites, c'est-à-dire de mettre le concours en L3, ben maintenant, il n'est plus en M1, il est à la fin du Master 2. Donc là, c'est carrément toute la formation initiale, elle va être orientée vers la réussite de ce concours qui, maintenant, est en fin de parcours. Bon, on verra bien. On est là pour résister, hein, mais on a du boulot. Alors, peut-être pour conclure, c'est vrai que parce que je vois l'heure qui tourne et puis voilà, pour beaucoup d'entre vous derrière votre ordinateur, vous avez parfois eu une journée de classe bien chargée avec peut-être des enfants voilà, de petites sections, de moyenne section, de grande section, une classe qui a bien bougé dans la journée. Voilà, on le sait, les journées sont chargées pour les enseignants. Peut-être il y avait une question dans les questions là, de quelqu'un qui disait est-ce que c'est pas vraiment plutôt un projet de société. En tout cas, ce qu'on peut dire ce soir, au vu de ce qu'on s'est dit tous les trois, c'est que cette note du CSP, c'est bien en tout cas, c'est bien dans le projet de Jean-Michel Blanquer, et on l'a dit tout de suite sur les fondamentaux, ça devient une obsession. Je crois qu'il a tourné le sens de son projet autour de ça, et qu'au-delà de ça, il ne se passe rien. Et donc, c'est vraiment ce projet-là qu'il faut combattre. Il faut le combattre, on l'a dit tous ensemble ce soir, collectivement. C'est aussi comme ça qu'on le conçoit au SNUIPP. Alors, je l'ai dit en début de conférence, autour du forum maternel, alors je le répète et je m'excuse auparavant parce que je n'ai pas cité tous les membres du forum maternel. Il y a d'autres syndicats qui en font partie, le SGEN et le SE en font partie, et puis il y a d'autres associations telles que le GFN, donc je m'excuse de ne pas l'avoir cité tout à l'heure. On est bien tous ensemble dans ce forum maternel pour lutter contre ce projet du CSP, cette note du CSP, et je pense qu'effectivement il faut tous bien contrer cette note en s'appuyant sur les programmes de 2015, en s'appuyant sur ce qui fonctionne à l'école maternelle, parce que tant qu'on est professionnel et qu'on est sur le terrain, on l'a dit tout au long de cette soirée, on connaît nos élèves, on sait, on est des professionnels et on sait ce qu'il y a de mieux pour les élèves, et on sait en plus que ces programmes de 2015 ont été largement partagés par la recherche. Donc je pense qu'on peut tous s'allier entre professionnels et chercheurs pour contrer ces programmes cette future note, cette note du CSP qui pourrait aboutir à des programmes. Alors après, on l'a dit, on refera un colloque au printemps, très certainement. Je vous invite à lire le Fenêtre sur cours qui va sortir ces jours-ci, que vous aurez bientôt dans votre boîte aux lettres. Et puis, eh bien, il y a cette grève dans une semaine, il ne faut pas l'oublier, parce que le SNUIPP réclame un plan d'urgence pour l'école. C'est important en ces temps troublés. La crise sanitaire a montré qu'un certain nombre de choses, enfin l'école est en crise, et il y a un certain nombre de besoins en termes de moyens, en termes de professionnalité, on va dire, parce qu'on le voit bien, on est attaqué dans notre professionnalité, en termes de formation aussi, mais aussi en termes de salaire. Il y a un certain nombre de choses qui sont
à contester actuellement dans le projet de ce ministre, de ce ministère, et il est important que l'on s'allie collectivement dans cette lutte, et donc je vous invite à nous rejoindre dans la rue dans une semaine, le 26 janvier. Voilà, il me reste à vous à remercier toutes les petites mains derrière qui m'ont fait remonter des questions, la technique qui a assuré aussi ce soir. Et puis, bien évidemment, je vous remercie de nous avoir suivis, tous les spectateurs. Et puis, je remercie plus particulièrement nos deux intervenants de ce soir, Véronique Boiron et Joël Briand, de nous avoir accompagnés dans ce webinaire sur la maternelle. Merci à vous et très bonne soirée. Merci à vous. Bon courage.